dans les salles de marbre de la Rome antique, où les empereurs se nourrissaient de langue de paon et où les sénateurs baignaient dans le luxe, régnait une obscurité si profonde que l'histoire elle-même a tenté d'oublier. Derrière le faste du Colisée et la gloire des conquêtes romaines se cachait une horreur systématique, qui consuma la vie d'innombrables enfants mal arrachés à leur foyer et transformés en biens vivants pour le plaisir des puissants. Ils n'étaient pas de simples serviteurs ou ouvriers, c'étaient des enfants sélectionnés. Pour leur beauté, conditionnés à la soumission et contraints à une humiliation inimaginable. Leurs histoires ont été enfouies sous 2 millénaires de silence, reléguées au second plan dans le grand récit de la civilisation romaine. Pourtant, leur souffrance était réelle, leur humanité indéniable, et leur héritage nous rappelle brutalement que même les empires les plus célèbres peuvent banaliser les crimes les plus odieux. Aujourd'hui, nous levons le voile sur l'histoire pour examiner l'un des les pratiques les plus sombres de Rome. L'esclavage systématique et l'exploitation des enfants mâles comme concubines au sein des foyers des empereurs, des sénateurs et des riches patriciens. Ce récit n'est pas une histoire de coutumes anciennes ou de différences culturelles. C'est l'histoire d'un pouvoir sans conscience, d'un luxe bâti sur la souffrance, et d'une société qui a choisi de fermer les yeux tandis que ses enfants disparaissaient dans des cages dorées. Ce que vous allez entendre est peut-être dérangeant, et c'est justifié, car c'est en comprenant l'ampleur de la cruauté humaine que nous nous protégeons de sa répétition. C'est en nous souvenant des oubliés que nous honorons leur mémoire, et c'est en affrontant les ténèbres de notre passé que nous éclairons la voie vers un avenir plus humain. Et maintenant, mettez la vidéo en pause et abonnez-vous à notre chaîne. Pour continuer à créer des vidéos comme celle-ci, nous devons atteindre 1000 abonnés au plus vite. Merci. Nous sommes en l'an 117. L'empereur Adrien vient de monter sur le trône, héritant d'un empire qui s'étend de la Bretagne à la Mésopotamie. Rome est au sommet de sa puissance. Ses légions sont incomparables, ses richesses incommensurables. Mais à l'ombre du mont Palatin, dans des villas disséminées à travers l'empire, un trafic de misère humaine prospère à huis clos. Bienvenue dans le monde secret des concubines de Rome. Un monde où l'enfance s'est terminée sur le marché aux esclaves, où la beauté était une malédiction, et où la survie était conditionnée par le sacrifice de son âme. Leurs noms ont été effacés, leur voix réduite au silence, mais leur histoire doit être racontée. Voici leur histoire. Commençons par comprendre le monde qui a engendré de telles horreurs. Au 1er et 2e siècle, Rome était un modèle de contradiction, un empire fier de son ordre et de sa loi, mais prospère grâce à la conquête et à la soumission. Elle célébrait les valeurs familiales tout en se livrant à des spectacles de débauche. Et, fait peut-être plus révélateur encore, elle développait des philosophies sophistiquées sur la dignité humaine tout en traitant de vastes populations comme des biens. Pour comprendre comment les garçons sont tombés dans ce piège, il faut d'abord comprendre l'esclavage romain lui-même. Contrairement à l'esclavage racial plus récent, l'esclavage romain était avant tout le fruit d'une conquête. Lorsque les légions romaines ravageaient la Gaule, la Germanie, la Bretagne ou les provinces orientales, elles n'apportaient pas seulement or et gloire, elles apportaient des hommes, des femmes et des enfants pour nourrir l'appétit insatiable de l'Empire pour le travail et le luxe. Parmi ces captifs, certains enfants connaissaient un sort particulièrement cruel. Les garçons âgés de 7 à 14 ans, surtout ceux considérés comme beaux selon les critères romains, étaient sélectionnés pour un autre type de servitude. Ils n'étaient pas destinés aux champs ou aux mines. Ils disparaissaient plutôt dans les foyers des riches, où ils étaient formés à des fonctions que les historiens romains officiels trouvaient souvent trop embarrassantes pour être décrites en détail. Le processus de sélection était d'une efficacité redoutable. De Délos à Rome, les marchands d'esclaves évaluaient les jeunes captifs comme du bétail. Ils recherchaient des caractéristiques spécifiques, une police, un visage symétrique, de grands yeux et une silhouette distinctive. Les enfants de certaines régions, notamment de Syrie, d'Égypte et d'Asie mineure, atteignaient des prix plus élevés en raison de la fétichisation romaine de la beauté exotique. Les marchands connaissaient bien leur clientèle et savaient ce qui se vendrait. Ces enfants avaient été arrachés à tout ce qu'ils avaient connu. Nombre d'entre eux avaient été témoins de la destruction de leur village, du massacre de leur père, de l'esclavage de leur mère. Ils se tenaient désormais nus sur les plateformes des enchères, examinés comme des objets par des acheteurs potentiels qui examinaient leurs dents,
palpaient leurs membres et évaluaient leur potentiel. Les plus chanceux étaient rapidement achetés. Les malheureux étaient confrontés à l'incertitude de multiples ventes, chaque transaction arrachant un PAN de leur ancienne identité. Une fois achetés, ces enfants entraient dans un monde conçu pour briser leur volonté et se remodeler. On leur donnait de nouveaux noms, souvent des noms grecs efféminés qui soulignaient leur statut et leur mission. Leurs langues maternelles furent bannies, leurs pratiques culturelles éradiquées. Chaque aspect de leur vie passée fut systématiquement détruit, remplacé par une nouvelle identité façonnée entièrement pour le plaisir de leur maître. La transformation physique commença immédiatement. Ces enfants étaient soumis à un régime de toilettage strict, qui paraîtrait extrême même selon les normes actuelles. Leur poil était épilé par épilation douloureuse ou à la cire. Leur peau était maintenue pâle par le confinement et l'application de produits cosmétiques à base de céruse. Une pratique qui a progressivement empoisonné nombre d'entre eux. Leur régime alimentaire était strictement contrôlé afin de préserver une silhouette svelte et jeune jusqu'à l'adolescence. Mais les modifications physiques allaient bien plus loin. Certains garçons étaient soumis à une castration partielle ou totale pour préserver leur apparence juvénile et empêcher le développement de traits masculins. Cette pratique brutale, bien qu'officiellement découragée sous certains empereurs, se perpétuait dans l'ombre. Le bistouri les privait non seulement de leur capacité à procréer, mais souvent aussi de leur identité, les enfermant dans une enfance perpétuelle au service des désirs pervers de leur maître. Le conditionnement psychologique était tout aussi systématique. On enseignait à ces enfants la musique, la danse et la poésie, non pas pour leur propre enrichissement, mais pour devenir des compagnons plus agréables. Ils apprenaient à anticiper les humeurs de leur maître, à les divertir, à la demander, à réprimer leurs émotions et leurs désirs. Les punitions en cas d'échec étaient rapides et sévères, coups, famine, isolement, voire pire. Le succès apportait de vaines récompenses, une meilleure nourriture, des vêtements plus raffinés, le privilège amer d'être l'objet préféré du foyer. Ces concubines occupaient une position étrange et précaire. Elles portaient de la soie, tandis que les esclaves des champs portaient des haillons. Elles se nourrissaient de mets délicats, tandis que d'autres se nourrissaient de gruau. Pourtant, leurs chaînes en or restaient des chaînes. Elles ne pouvaient pas partir, elles ne pouvaient pas refuser, et elles ne pouvaient même pas revendiquer la propriété de leur propre corps. Elles vivaient dans une zone liminale, ni pleinement humaine ni pleinement objet, à la fois chérie et méprisée. Le quotidien d'une enfant concubine était une performance soigneusement chorégraphiée. Elles se levaient avant l'aube pour commencer leur rituel de toilette. Elles consacraient des heures à soigner leur apparence. Leurs cheveux étaient coiffés de manière élaborée, leur visage maquillé de maquillage, leur corps parfumé d'huiles onéreuses. Elles portaient des vêtements conçus pour souligner leur jeunesse et leur beauté, des tuniques courtes aux couleurs vives et des bijoux qui les distinguaient comme des biens précieux, parfois même des colliers en or, à la fois ornements et symboles de propriété. Leur journée était rythmée par le plaisir de leur maître. Lorsque le maître recevait des invités, il servait le vin avec une grâce acquise au prix d'un entraînement pénible. Il récitait des poèmes, jouait du luth ou dansait sous les yeux affamés de leurs moindres mouvements. On attendait d'eux qu'ils soient spirituels, mais sans intelligence excessive. Belle, mais pas vaniteuse, disponible, mais pas excessivement anxieuse. Chaque instant était un exercice d'équilibre où le moindre faux pas pouvait entraîner une punition, voire la mort. Les nuits apportaient une horreur différente. Les sources historiques, contraintes par les tabous de leur époque, racontent avec euphémisme ce qui se passait lorsque les lampes s'éteignaient. Mais les preuves archéologiques, les textes médicaux et, parfois, les mémoires sincères montrent clairement que ces enfants ont subi des abus sexuels systématiques. Ils étaient des biens, et selon le droit romain, une propriété n'avait pas le droit de contrevenir à la volonté de son propriétaire. Le traumatisme physique et psychologique de ces violations répétées a laissé des blessures que ni la soie ni l'or ne pouvaient dissimuler. La relation de l'empereur Adrien avec Antino est peut-être l'exemple le plus célèbre de ce système, bien qu'elle ait été romancée au point d'être méconnaissable par les historiens ultérieurs. Antino était un jeune grec d'une beauté extraordinaire qui devint le compagnon d'Adrien, probablement à peine âgé de 13 ans. Pendant 7 ans, il voyagea avec l'empereur,
partageant son lit et sa table jusqu'à sa mort mystérieuse dans le Nil à l'âge de 19 ou 20 ans. Le deuil d'Adrien après la mort d'Antino fut spectaculaire. Il fonda des villes au nom du jeune homme, commanda d'innombrables statues et le déifia même. Mais il faut se demander quel choix Antino avait dans cette relation. Un garçon accueilli dans la maison de l'empereur pouvait-il réellement consentir à devenir son amant? Le déséquilibre des pouvoirs était absolu. Défier l'empereur signifiait la mort. Accepter signifiait survivre. Mais à quel prix? L'Antino historique demeure une énigme, ses véritables sentiments ayant disparu avec le temps. Nous connaissons le deuil d'Adrien, mais pas la voix d'Antino. Nous avons ses statues qui témoignent de sa beauté, mais pas ses paroles qui expriment ses pensées. Comme tant d'enfants concubins, il n'existe dans l'histoire que comme le reflet des désirs de son maître, sa propre humanité obscurcie par les mythes de ceux qui exerçaient son pouvoir sur lui. Pourtant, Antino a eu une chance exceptionnelle. Comparé à la plupart des enfants concubins, sa beauté et l'affection de l'empereur lui assuraient une protection et un luxe dont personne ne pouvait rêver. Pour chaque Antinienne qui dînait avec les empereurs, des milliers d'enfants anonymes souffraient dans les villas d'hommes moins importants. Leurs histoires n'ont jamais été consignées, leur sort n'a jamais été pleuré. Martial, poète du 1er siècle, offre un aperçu de ces victimes oubliées dans ses épigrammes. Il se moque des hommes riches qui s'entourent de belles enfants esclaves, décrivant leur apparence et leur comportement en des termes qui mettent en évidence leur exploitation sexuelle. Ce que Martial présentait comme une comédie était une tragédie pour les enfants eux-mêmes, contraints de jouer leur propre humiliation pour le divertissement de leurs oppresseurs. Des textes médicaux de l'époque révèlent les conséquences physiques de ces abus. Des médecins comme Celsus et Galien relatent le traitement d'enfants souffrant de blessures qui ne pouvaient résulter que d'agressions sexuelles. Ils décrivent cliniquement des corps endommagés, mais entre les lignes, on peut lire le coût humain. Il s'agissait d'enfants dont le corps avait été brisé par les désirs des adultes, dont la douleur était traitée comme une curiosité médicale, et non comme un outrage moral. Les documents juridiques racontent leur propre histoire sinistre. Les testaments et les actes de vente mentionnent les enfants de fait, ainsi que les meubles et le bétail. Les affaires judiciaires les mentionnent parfois en passant. Un enfant s'est enfui et a été marié, un autre a été tué par un maître jaloux, un troisième a été abandonné lorsqu'il est devenu trop vieux pour être désirable. Aux yeux du droit romain, il s'agissait de conflits de propriété, et non de tragédies humaines. La pratique consistant à garder des enfants comme concubines ne se limitait pas au palais impérial ni aux demeures des plus riches. Dans tout l'Empire romain, tout homme suffisamment riche pouvait s'offrir une belle enfant pour satisfaire ses désirs. Marchands, propriétaires terriens, officiers militaires. Nombreux étaient ceux qui gardaient ces jeunes esclaves comme symbole de statut social et objet de désir. La pratique était si répandue que des moralistes comme le Knecht furent contraints de la condamner, même si leurs objections portaient souvent davantage sur les excès que sur l'exploitation elle-même. Dans les provinces orientales, où l'influence culturelle grecque demeurait forte, cette pratique prenait des formes différentes, mais demeurait tout aussi répugnante. Les enfants de concubines pouvaient être formés au métier d'artiste, en plus de leurs autres fonctions, comme le chant et la pratique d'instruments. Certains étaient éduqués en littérature et en philosophie, devenant des compagnons capables de discuter de Platon autour d'un verre. Mais l'éducation n'était pas synonyme de liberté. Ces enfants restaient des biens. Leur apprentissage n'était qu'un moyen supplémentaire d'accroître leur valeur. Les registres de transactions des marchés aux esclaves offrent un aperçu poignant de ce commerce. Un papyrus de l'Égypte romaine relate la vente d'un jeune Syrien de 12 ans, doué en musique et d'apparence agréable, pour une somme qui aurait pu permettre d'acheter plusieurs esclaves adultes des champs. Un autre document de Pompéi mentionne un enfant élevé à la grecque, vendu à un riche marchand. Ces termes commerciaux anodins occultent la réalité humaine, des enfants vendus comme esclaves sexuels avec la pleine sanction de la loi et des coutumes. Le plus troublant était peut-être la façon dont la société romaine normalisait cet abus. Les hommes riches amenaient leurs concubines mineures à des événements publics, les exhibant comme des animaux exotiques. Les poètes écrivaient des vers comparant leur beauté à celle de fleurs ou de pierres précieuses. Les artistes les représentaient sur des fresques et des mosaïques, figés à jamais dans des poses de soumission et de disponibilité.
Ce que nous identifions comme de la maltraitance infantile était perçu comme un choix de vie, une marque de sophistication et de richesse. Les mécanismes psychologiques qui ont permis cette normalisation sont bien connus des spécialistes de l'oppression systémique. Les enfants étaient déshumanisés par un langage appelé « deliciae »,« delicia » ou « puis children », quel que soit leur âge. Leur souffrance était minimisée, voire ignorée, lorsqu'ils présentaient des signes de traumatisme, de dépression, d'automutilation ou de tentative de fuite. Ces pratiques étaient perçues comme des défauts de caractère, et non comme des réactions naturelles aux abus. Certains Romains s'élevaient contre ces pratiques, souvent pour de mauvaises raisons. Les philosophes stoïciens craignaient que la débauche avec des enfants esclaves ne rende les hommes mous et efféminés. Les moralistes s'inquiétaient de la corruption de la jeunesse romaine libre, qui pourrait être tentée d'imiter l'apparence et le comportement des concubines. La souffrance des esclaves eux-mêmes était rarement prise en compte. Discussion. Ils étaient considérés comme des instruments de décadence morale plutôt que comme des victimes méritant protection. Les conquêtes militaires qui alimentaient ce système créèrent un cercle vicieux. À mesure que Rome s'étendait, de plus en plus d'enfants étaient capturés et réduits en esclavage. La richesse des conquêtes permit à davantage de Romains de s'offrir de tels esclaves. La demande de beaux enfants influença même la stratégie militaire, certains commandants ciblant spécifiquement les régions réputées pour leurs captives attirantes. Les enfants devinrent une autre forme de butin, leur vie étant détruite pour satisfaire leurs conquérants. Le traumatisme infligé à ces enfants allait bien au-delà des violences physiques et sexuelles. Ils ont été arrachés à leur famille, à leur culture, à leur identité. Nombre d'entre eux ont été témoins d'une violence extrême, de la destruction de leur foyer et de la mort de leurs proches. Ils ont ensuite été projetés dans un monde où ils devaient satisfaire les personnes même responsables de leur souffrance. La gymnastique psychologique nécessaire à la survie laissait des cicatrices profondes et durables. Pour celles qui vieillissaient et devenaient indésirables, généralement à la fin de l'adolescence ou au début de la vingtaine, l'avenir était sombre. Certains maîtres, lassés de leurs concubines vieillissantes, les vendaient à des maisons closes, où elles risquaient une exploitation accrue. D'autres étaient gardés comme domestiques, rappel constant de leur jeunesse perdue et de leur ancien statut. Quelques privilégiés pouvaient être libérés, mais pour une ancienne concubine, la liberté s'accompagnait de stigmates et de difficultés. L'affranchissement, pratique consistant à libérer des esclaves, offre un aperçu complexe de la vie de ces enfants. Certains maîtres libéraient leurs concubines préférées par testament, peut-être par affection sincère ou par culpabilité. Mais la liberté pour quelqu'un élevé dès l'enfance comme un objet sexuel n'était guère une véritable libération. Ces affranchis étaient confrontés à la discrimination, à des opportunités économiques limitées et au traumatisme persistant de leur esclavage. Nombre d'entre elles n'avaient d'autres compétences que celles qu'on leur avait enseignées pour le plaisir de leur maître. Les découvertes archéologiques à travers l'Empire offrent un témoignage silencieux de ces vies oubliées. Les inscriptions funéraires mentionnent parfois les jeunes esclaves dans un langage faisant allusion à leur rôle de concubine. Mobilier funéraire, miroirs, cosmétiques et bijoux témoignent de vies centrées sur l'apparence et l'exhibition. À Pompéi et Herculanum, préservés par les cendres volcaniques, on trouve des pièces clairement conçues pour héberger et exposer des enfants esclaves, avec des œuvres d'art érotiques qui ne laissent aucun doute sur leur fonction. L'art lui-même raconte une histoire troublante. Les fresques représentant des scènes mythologiques de dieux poursuivant de beaux jeunes gens Zeus et Ganymède, Apollon et Hyacinthe fournissaient une justification culturelle aux abus dans le monde réel. Ces mythes transformaient le viol en romance, la prédation en faveur divine. Les concubines enfants recevaient parfois des noms inspirés de ces mythes, brouillant encore davantage la frontière entre mythologie et réalité, entre les dieux et les hommes qui jouaient à Dieu avec la vie des enfants. Les connaissances médicales de l'époque, bien que limitées, reconnaissaient certains des préjudices physiques infligés à ces enfants. Les médecins écrivaient sur le traitement des blessures anales, des infections sexuellement transmissibles et des complications de la castration. Ils notaient des taux plus élevés de tentatives de suicide chez les jeunes esclaves de sexe masculin issus de familles aisées. Cependant, ces connaissances médicales n'ont pas conduit à une intervention, mais plutôt à de meilleures méthodes pour préserver et maintenir en vie les biens de valeur. L'économie de ce système révèle son calcul froid.
Les enfants concubins représentaient un investissement important. Leur prix d'achat, leur entretien, leur dressage et leur toilettage coûtaient de l'argent. Certains propriétaires souscrivaient même une assurance pour des enfants particulièrement précieux. À la lecture de ces contrats anciens, il faut se rappeler que chaque clause représente une vie humaine réduite à une valeur monétaire, un enfant dont la valeur se mesurait uniquement au plaisir qu'il pouvait procurer. Les fêtes religieuses et les cérémonies publiques mettaient souvent en vedette les concubines d'hommes riches. Lors des Saturnales, fêtes de décembre où les rôles étaient inversés, les concubines enfants étaient autorisées à revêtir les vêtements de leur maître et à les commander. Une inversion temporaire qui ne faisait que souligner leur impuissance habituelle. Lors des dîners privés, ils servaient leurs invités tout en supportant les mains baladeuses et les commentaires obscènes. Leur humiliation faisait partie intégrante du divertissement de la soirée. La complicité des institutions romaines dans le maintien de ces abus est indéniable. Le système juridique codifiait le statut de propriété des esclaves. La machine militaire fournissait un approvisionnement constant de nouvelles victimes. La structure économique créait des incitations au commerce. Même les institutions religieuses, qui auraient pu fournir un enseignement moral, possédaient souvent elles-mêmes des esclaves, y compris de jeunes enfants utilisés à diverses fins. L'édifice tout entier de la civilisation romaine reposait en partie sur la souffrance de ces enfants. À mesure que l'Empire évoluait, la pratique consistant à garder des enfants comme concubines s'est également développée. Sous les empereurs chrétiens, à commencer par Constantin, des tentatives furent faites pour réglementer ou limiter certains aspects de l'esclavage, mais ces réformes restèrent limitées et souvent ignorées. Les abus continuèrent, désormais dissimulés sous un vernis de morale chrétienne. Des enfants étaient encore achetés et vendus, manipulés et violés, mais leur souffrance était désormais voilée par un voile encore plus profond de secret et d'hypocrisie. La propagation du christianisme dans tout l'Empire créa de nouvelles tensions autour de la sexualité et de l'esclavage. Les pères de l'Église condamnaient la pédérastie avec la plus grande fermeté, mais leurs préoccupations portaient avant tout sur la santé spirituelle des auteurs, et non sur le bien-être des victimes. L'enfant concubine, souvent victime d'abus sexuels, était considéré comme corrompu et inéligible au salut chrétien à moins d'une pénitence prolongée, ajoutant un traumatisme spirituel à son fardeau. Avec l'effondrement de l'Empire romain d'Occident, le sort des enfants concubins devint encore plus précaire. L'instabilité économique empêchait de nombreux maîtres d'entretenir de nombreuses cohortes d'esclaves. Certains enfants furent abandonnés, livrés à eux-mêmes dans un monde qui ne leur offrait aucune place. D'autres furent vendus à de nouveaux maîtres dans l'Empire d'Orient, où la pratique se perpétua pendant des siècles sous la domination byzantine. La chute de Rome ne mit pas fin aux souffrances, elle les transforma simplement. Dans le chaos des invasions et de l'effondrement social, ce sont toujours les populations vulnérables qui souffrent le plus. Les enfants concubins, dressés uniquement pour le plaisir et la servitude, possédaient peu de compétences de survie. Nombre d'entre eux périrent probablement dans la tourmente. D'autres ont peut-être trouvé de nouvelles formes de servitude auprès de seigneurs germaniques adoptant les coutumes romaines. Leurs destins respectifs sont perdus dans l'histoire, mais on peut imaginer la peur et l'incertitude auxquelles ils étaient confrontés. Quelles leçons pouvons-nous tirer de ce sombre chapitre de l'histoire humaine? Premièrement, nous devons reconnaître que le pouvoir sans responsabilité mène inévitablement aux abus. Le système romain accordait aux propriétaires d'esclaves un pouvoir absolu, et ce pouvoir les corrompait. Lorsque les êtres humains sont considérés comme des biens, lorsque leurs souffrances sont légalement et socialement acceptables, les atrocités deviennent monnaie courante. Deuxièmement, nous voyons comment les sociétés peuvent normaliser les pratiques les plus atroces par une combinaison de lois, de coutumes et d'aveuglement volontaire. Les abus envers les enfants concubins n'étaient pas cachés. Ils étaient affichés ouvertement, célébrés dans l'art et raillés dans la littérature. Une civilisation entière s'est convaincue que l'exploitation sexuelle des enfants était non seulement acceptable, mais sophistiquée. Cette banalisation du mal devrait nous mettre en garde contre notre propre aveuglement moral. Troisièmement, nous devons nous souvenir des victimes elles-mêmes. C'étaient de vrais enfants, dont nous ne connaîtrons jamais le nom, dont nous ne pourrons jamais nous remettre de nos rêves, des voix réduites au silence il y a 2000 ans. Ils ont aimé et craint, espéré et désespéré, comme tout enfant.
leur humanité leur a été refusée par leurs contemporains. Mais nous ne devons pas répéter ce déni. En nous souvenant d'elles, nous leur rendons une part de la dignité qui leur a été refusée de leur vivant. L'héritage des concubines d'enfants à Rome résonne à travers l'histoire sous diverses formes. Cette pratique a influencé des systèmes similaires dans les cultures byzantines, islamiques et autres. La normalisation de l'exploitation des enfants par une civilisation puissante a permis à d'autres de justifier plus facilement leurs propres abus. Aujourd'hui encore, dans les recoins les plus sombres de notre monde, des enfants sont victimes de trafics, exploités et traités comme des objets de gratification pour adultes. Les racines de la traite d'êtres humains, des abus sexuels sur mineurs et de l'exploitation remontent à des pratiques comparables à celles de la Rome antique. Les méthodes ont changé, mais le mal fondamental demeure le même, les puissants s'en prennent aux plus vulnérables, les adultes détruisent les enfances, les êtres humains sont traités comme des marchandises. Comprendre les atrocités historiques comme le système de concubinage romain nous aide à reconnaître et à combattre leurs incarnations modernes. Nous devons également nous attaquer à la façon dont l'histoire elle-même s'est rendue complice de la minimisation de ces abus. Pendant des siècles, les historiens, principalement des hommes, s'identifiant davantage aux puissants qu'aux faibles ont minimisé ou idéalisé ces pratiques. Hadrien et Antino ont été présentés comme une histoire d'amour, et non comme un abus de pouvoir. La souffrance de milliers d'enfants anonymes a été reléguée aux notes de bas de page, voire ignorée. Ce n'est que récemment que les chercheurs ont commencé à examiner cette histoire avec la clarté morale qu'elle exige. Le processus de reconstitution historique est douloureux, mais nécessaire. Chaque preuve, chaque inscription, chaque document juridique, chaque texte médical ajoute une voix au cœur des réduits au silence. Nous ne pouvons effacer les souffrances du passé, mais nous pouvons veiller à ce qu'elles ne soient pas oubliées. Nous pouvons refuser de les romancer ou de les minimiser. Nous pouvons dénoncer ces abus systématiques envers les enfants, cautionnés par l'une des civilisations les plus célèbres de l'histoire. Ce rétablissement exige également que nous examinions notre propre complicité dans des systèmes similaires. Combien de produits dans nos foyers sont fabriqués par le travail des enfants? Combien d'enfants dans le monde ne sont pas protégés contre l'exploitation? Combien de voix sont réduites au silence par la pauvreté, l'impuissance et l'indifférence de ceux qui pourraient les aider? L'élite romaine a fermé les yeux sur la souffrance qui les régnait. Nous devons nous demander, quelle souffrance choisissons-nous de ne pas voir? L'histoire des concubines romaines n'est pas seulement de l'histoire ancienne, c'est un miroir de la nature humaine. Elle nous montre avec quelle facilité des peuples civilisés peuvent participer à la barbarie lorsque celle-ci est profitable et socialement acceptable. Elle révèle que les plus vulnérables ont toujours payé le prix des plaisirs des puissants. Elle nous rappelle que le progrès n'est pas inévitable, que des civilisations peuvent être à la fois technologiquement avancées et moralement en faillite. Pourtant, cette sombre histoire recèle aussi des germes d'espoir. Certains Romains remettaient en question ces pratiques, voyaient l'humanité dans les esclaves, prônaient un meilleur traitement ou l'affranchissement. Il y a eu des enfants qui ont survécu, qui ont trouvé le moyen de préserver une certaine estime de soi malgré tout ce qui leur a été infligé. Il y a eu des moments de bonté, de résilience, de dignité préservée envers et contre tout. Même dans les systèmes les plus sombres, la résilience et la compassion humaine peuvent survivre. Alors que nous concluons notre examen de l'un des chapitres les plus troublants de l'histoire, nous devons accepter notre malaise. L'histoire des concubines romaines est difficile à entendre. Elle remet en question notre admiration pour les réalisations romaines. Elle nous force à voir la souffrance derrière les statues de marbre et les pièces d'or. Cela nous rappelle que chaque civilisation a ses victimes et que la valeur d'une société ne se mesure pas à ses monuments, mais à la façon dont elle traite ses membres les plus vulnérables. Les enfants dont nous avons entrevu la vie n'avaient pas le choix de souffrir. Nous avons le choix de notre réaction face à leur histoire. Nous pouvons détourner le regard, comme l'ont fait leurs contemporains. Nous pouvons atténuer leur douleur, comme le font les historiens depuis des siècles. Ou bien nous pouvons témoigner, perpétuer leur histoire et veiller à ce que leur souffrance ne soit pas entièrement vaine. En nous souvenant d'eux, nous nous engageons à protéger les plus vulnérables de notre époque. L'histoire ne se résume pas au passé, elle montre comment le passé façonne le présent et l'avenir.
Les abus systématiques envers les enfants dans la Rome antique ont eu des répercussions qui se sont propagées à travers les siècles et les cultures. Comprendre ce sombre chapitre nous permettra de mieux reconnaître et de résister à des maux similaires à notre époque. Les enfants qui ont souffert dans les villas romaines ne peuvent être sauvés, mais leur histoire peut peut-être contribuer à en sauver d'autres. Laissons leur voix réduite au silence s'exprimer à travers nos souvenirs. Laissons leur enfance volée nous rappeler la valeur précieuse de l'enfance. Que leur souffrance renforce notre détermination à protéger les innocents. Les salles de marbre de Rome se sont effondrées. Ces empereurs sont réduits en poussière, mais les leçons morales de leurs pratiques les plus sombres restent d'une actualité brûlante dans un monde où les enfants souffrent encore d'exploitation, où le pouvoir continue de corrompre, où des êtres humains traitent encore d'autres êtres humains comme des biens. L'histoire des concubines de Rome n'est pas une histoire ancienne. C'est un avertissement, une lamentation et un appel à l'action. Ayons le courage de l'écouter.